l'automatique? Salut à Oui. tous, en tout cas, bienvenue pour cette visio d'information co-animée entre Expert Immo et Performance Immobilier Stéphanie Kokoda. Ce que je te propose, Stéphanie, c'est qu'on va d'abord se présenter avant d'attaquer le programme. Ouais. Après, on va du coup attaquer le programme. Stéphanie, normalement, tu peux partager ton écran. Et, Attends, je regarde et si c'est après, bon. on prendra le temps qu'il Ouais, faudra c'est bon. pour répondre à vos questions. Voilà, on se prévoit une petite heure ensemble. Puis après, en tous les cas, si vous avez besoin de plus, vous pourrez bien entendu nous contacter comme vous avez l'habitude de le faire. Et puis, on vous mettra également les supports dans le chat. Voilà. Est-ce que tout le monde entend bien? Est-ce que tout le monde voit bien les questions habituelles? Allez, répondez-nous dans le chat. Comme ça nous permet de savoir si on n'est pas dans le noir complet. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Euh, c'est quoi ce truc là, tableau blanc? Je ne sais pas ce que c'est. Non, ils ont tout changé là, c'est un truc de dingue. Euh, Ah, on nous dit oui. Ok, apparemment ouais, c'est ouais. bon. Alors pour vous manifester, si vous avez besoin d'interagir avec Stéphanie, bah, comme d'habitude, soit vous pouvez vous manifester dans le chat, poser vos questions, ou soit vous pouvez activer vos Micro. micros. Et là, ils sont volontairement coupés pour éviter les interférences. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez vous manifester. Nous, on aime bien en plus les visios qui bougent, donc j'espère que on va pas parler à un mur. Voilà. Alors Stéphanie, qui es-tu? Pourrais-tu nous faire l'honneur de te présenter, s'il te plaît? Ah! Alors moi, j'aide les professionnels de l'immobilier à être une référence locale, mais surtout à vivre de ce métier ben, sans méthode agressive. Voilà, globalement, ça fait 8 ans que je fais ça. Et j'ai été ben, négociatrice dans l'immobilier, j'ai été aussi directrice d'une agence immobilière. Et la petite particularité, c'est que j'ai appris le métier ben, dans les années 90 en pleine crise de l'immobilier et que j'ai fait mon plus gros chiffre d'affaires en pleine crise de l'immobilier parce qu'il y en a eu plusieurs. Ah oui. Voilà ce qu'il faut savoir de moi, le reste, Bref, on s'en fout. c'est ça. Voilà. Ben, super. Et c'est juste c'est intéressant. C'est quoi pour toi une méthode non agressive, du coup, en 2 secondes? Ah, bah tu sais, moi après j'ai aussi travaillé, tu sais, pour style Culligan. Moi j'ai vendu la machine à coudre Electrolux avec les bonnes méthodes, pied dans la porte, Ah ouais, d'accord, j'ai les compris. trucs où tu racontes des bobards aux clients, tu vois, ce genre de trucs. Les bonnes vieilles techniques de manipulation. Ah, c'est ça. Tu as lu le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens? Voilà, c'est ça. Ouais. Ou à des familles, tu sais, qui n'avaient pas de sous, t'essayais de leur fourguer dans les HLM à Toulon, où j'essayais de... Enfin, où on essayait... Enfin, moi, ça me faisait pleurer, hein. Je restais dans les escaliers, je chialais toute la matinée, parce qu'en fait, c'était ça le but, c'était de vendre une machine à coudre à une maman qui n'avait pas de sous pour lui dire, bah voilà, tu feras des économies, sauf que la machine à coudre, elle coûtait une blinde. Et tu as fait aussi les réunions Superware? Non, ça, j'ai pas fait. Non, non, j'ai pas fait du voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir. Voilà, tu pourras, si les gens sont intéressés pour progresser, éventuellement mettre tes supports dans le chat. Dans tous les cas, la Ouais, réunion. à la fin, on vous a prévu, parce que là, je vais vous expliquer ben, comment faire du chiffre en 2025, mais vous aurez à la fin, Jonathan, tu le passeras, parce que moi, je ne sais pas pourquoi dans le chat, j'arrive jamais à le passer. Aucun Euh, problème. voilà, un support qui va vous permettre de faire une analyse, bah, vous verrez de quoi il s'agit, mais parce qu'on va en parler là, mais pour faire votre propre analyse. Super. Bon, bah, c'est à mon tour. Allez, vas-y, go. Je vois qu'il y a des agents du réseau qui me connaissent bien, que je connais bien, mais je vois aussi qu'il y a des agents qui sont pas dans le réseau. Bah, moi, je suis issu du terrain aussi. Ça fait 15 ans que je suis de la partie. J'ai commencé mandataire, puis agent immobilier, j'ai passé ma carte professionnelle, je te rappelle, pendant que j'étais aussi mandataire en candidat libre, parce que j'avais envie d'évoluer et créer une structure un peu plus importante. Et j'étais aussi blogueur professionnel à l'époque, du coup, bah, à l'époque, Louis, le fondateur du réseau, le cofondateur, m'a fait une proposition, voilà, pour aider le réseau dans son développement et essayer d'aider aussi les agents au sein du réseau, parce que je faisais pas mal de formations. C'était bon en marketing, tu l'es toujours. Bah, j'essaye. Et du coup, bah, le réseau m'a fait une proposition pour intégrer le siège. Donc maintenant, je fais partie du siège, qui s'occupe du développement du réseau et puis de l'accompagnement des agents quand ils ont besoin d'un coup de pouce.
Voilà, donc le réseau Expertimo, c'est le premier, c'est le leader du business model économique à 100% de commission, puisqu'on a vraiment, comme tu le sais, un business model vraiment sur la qualité et non la quantité. On ne recrute que des mandataires, des professionnels expérimentés. On fait attention à qui recrute et comment on recrute aussi, parce qu'on ne surcharge pas les secteurs. Et notre enjeu, en fait, c'est vraiment de tenter, autant que faire se peut, de recruter les meilleurs profils immobiliers, ceux qui veulent vraiment faire du chiffre, être autonomes et ceux vraiment qui se sentent chefs d'entreprise en fait. Voilà. Ouais, et ça, c'est une Quasiment tous les dimension débutants, sauf. importante. Hein. Ça, c'est une dimension importante de se considérer comme un chef d'entreprise. Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que bon, le réseau a 14 ans, donc évidemment, vu qu'on refuse quasiment tous les débutants et qu'on refuse aussi des agents, hélas, parce que certains secteurs sont pleins, mais on préfère privilégier vraiment la qualité et le bien-être de nos agents au détriment de la quantité, bah, forcément, ça nous pousse, surtout à 100%, notre commission, quand on redistribue 100%, à avoir un développement économique un peu plus lent. Mais aujourd'hui, on a quand même plus de 1000 partenaires et puis on a un turnover très faible parce que forcément, les agents du réseau, chaque année, ont le taux de chiffre d'affaires moyen le plus haut dans tout réseau confondu. Parce que voilà, on essaye de recruter que des pros et puis on ne surcharge pas les secteurs. Donc, les agents sont plutôt assez confortables. Voilà, tout en préconisant aussi, en mettant à disposition des outils performants, mais on va pas rentrer dans les détails, parce que c'est pas l'objet aujourd'hui. Je vous mettrai la plaquette du réseau pour ceux qui sont intéressés et vous pourrez nous contacter. Voilà pour la petite parenthèse des présentations. Ben, écoute, ce que je te propose, Stéphanie, c'est d'attaquer dans le lourd, là, dans le vif du sujet. Ok, très bien, mais avant ça, moi, je veux des gros go, je veux des gros fire, je veux on est chaud, je veux on y va, je veux une énergie de dingue, parce que Ouais. moi, je veux vous en donner. Donc, en échange, allez, go dans le chat, c'est parti. Dites-nous si vous êtes prêts, si vous êtes chaud, si on lance enfin cette Non, de conf. toute façon, s'ils sont pas chauds, on lance pas. Ouais, voilà, non, mais ça y est, regarde. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, du coup? Quels sont un peu les enjeux de cette année et les enjeux de l'année prochaine, surtout? Ah, bah, tu vas voir. Alors, attends, je vous fais un partage d'écran, je vais vous mettre en petit là pour avoir la place. C'est bon, ils sont chauds, hein. Ah, Ils bah, vont c'est en super. sortir comme des piles, ils vont rentrer 15 mandats aujourd'hui. Vous direz au Bon, gars. l'idée, c'est d'accélérer vos résultats pour 2025, mais pour ça, il va falloir aller mesurer vos performances 2024. Sans ça, vous allez comprendre que c'est difficile à faire. L'étape numéro une pour aller faire du chiffre d'affaires en 2025, ça va être d'analyser votre activité passée. C'est la base, ce sont les fondations. Donc l'idée, c'est de faire le bilan soit de l'année précédente, soit des 6 mois en arrière pour voir un petit peu ce qui s'est passé et notamment savoir quelle est votre vérité à vous. Parce que vous êtes des commerciaux, vous le savez que les métiers de commerciaux, entre guillemets, sont toujours basés quand même sur des statistiques. Il y a des règles qui sont par exemple des taux de transformation, des choses comme ça, où il faut combien de clients pour avoir combien de rendez-vous pour avoir combien de mandats pour faire X ventes. Donc il y a une certaine vérité, on va avoir des espèces de chiffres nationaux, mais il y a aussi vous qui vous êtes avec vos forces, vos faiblesses et où vous en êtes vous par rapport à ça. Donc ça, c'est votre vérité à vous. Donc là, par rapport au bilan, ce qui va être important de faire, c'est de savoir qu'est-ce qui a fonctionné pour vous. Est-ce que c'est votre prospection? Est-ce que c'est vos recommandations? Est-ce que c'est le nombre de ventes, votre rentrée de mandat, etc. Ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, on va aller chercher qu'est-ce qui vous rend unique. Parce que vous aimez tous vous différencier des confrères, mais vous exercez évidemment tous le même métier avec plus ou moins les mêmes outils. Donc, c'est pas spécifiquement là-dessus que vous allez créer la différence. Vous allez créer la différence, par exemple, quand vous rédigez une annonce immobilière avec la façon dont vous rédigez cette annonce immobilière. Mais ce n'est pas le fait de mettre un bien en commercialisation qui va faire votre différence. C'est comment vous allez le faire. Peut-être que votre différence, elle va se faire sur comment vous expliquez les choses aux vendeurs, les preuves que vous apportez.
Peut-être que ça va être sur l'expertise vraiment parfaite de votre zone, de votre secteur, que vous connaissez absolument tous les biens qui ont été vendus, que vous les avez vus, que vous connaissez leur historique, etc. D'accord? Donc c'est qu'est-ce qui vous rend réellement unique dans ce métier-là? Ça peut être aussi votre vision. Qu'est-ce qui vous porte aujourd'hui et comment vous vous emmenez les clients à la vente? D'accord? Ça peut être justement ça, la vision que vous incarnez. Ensuite, on va aller essayer de voir quelle est votre zone d'excellence. Ça, c'est hyper important, mais pour chacun d'entre nous, on en a tous une zone d'excellence. Mais le petit piège de la zone d'excellence, c'est que c'est quelque chose qu'on fait avec facilité, presque même carrément avec aisance. Et euh, il y a un petit biais cognitif là-dedans, c'est que comme nous, c'est quelque chose qu'on arrive à faire avec grande facilité, on pense que les autres aussi savent le faire avec grande facilité. Du coup, on n'en prend pas forcément cas, on trouve même que c'est complètement normal. Et du coup, on ne s'en sert pas comme levier de performance. C'est-à-dire, on est bon dans un domaine, mais on ne va pas aller appuyer dessus pour le développer, pour accentuer encore plus les résultats. Donc ça, la première des choses à faire, c'est d'aller analyser quelle est votre zone d'excellence. Peut-être que vous, ça va être votre capacité à créer du relationnel, à créer des discussions. Par exemple, en prospection, vous arrivez à discuter avec absolument tout le monde avec aisance, avec facilité. Du coup, vous avez plein d'informations. Et vous, vous pensez que c'est le truc complètement normal que tout le monde arrive à faire. Ok. Mais je vous ai dit, c'est vraiment pas le cas. Donc, allez identifier ça. Quelle est votre zone d'excellence? Bon, par exemple, John aussi, toi aussi, c'est les lives. On adore ça. C'est vraiment le truc. Moi, je pourrais les faire. Même si j'ai dormi que 2 heures dans la nuit, je suis capable de faire un live et d'y mettre le feu dedans. C'est tellement passionnant. On aime tellement toucher les mandataires et transmettre et faire progresser, entre guillemets. C'est ça, C'est d'autres exactement. aussi de nos clients et de nos partenaires. Tout à fait. Eh ben, on a tous une zone d'excellence, d'accord? Ensuite, et c'est ça qu'on va vous fournir à la fin là, du live, je vous ai préparé une fiche qui vous permet d'analyser vos chiffres, mais aussi de vous poser toutes ces questions-là. Tout ce qu'on est en train de voir, c'est sur la fiche. Vous allez pouvoir prendre des notes et y réfléchir vraiment à tête reposée. C'est hyper important. Donc, ce que je voudrais, et ça, je sais malheureusement dans le métier que vous avez très souvent du mal à faire, vous avez du mal à poser les chiffres, à faire un suivi, hein, c'est-à-dire mesurer en gros ce qu'on appelle les KPI, poser les choses, et du coup, vous n'avez pas de regard concret, réel sur vos résultats, sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas. Or, c'est très important d'aller poser ces éléments-là de façon chiffrée pour pouvoir en faire une déduction, en faire une analyse, parce que sinon, vous allez être sur du ressenti. Le problème, c'est que le ressenti est toujours faux, est toujours biaisé. Et souvent, on se trompe. Par exemple, si je vous dis aujourd'hui qu'est-ce qui vous fait vendre, eh bien vous, vous allez vous dire, ah ben moi, mon canal d'acquisition client, c'est peut-être la recommandation, j'en sais rien, ou non, allez, la prospection téléphonique. Parce que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de contacts vendeurs issus de la prospection téléphonique. Mais par exemple, si vous posez les chiffres, vous allez voir que ce n'est pas spécifiquement ce canal-là qui vous conduit à la vente. D'accord? Du coup, vous allez avoir une analyse et un ressenti biaisé de la réalité. Donc, ce qui compte, c'est tout ce qui est factuel. Ne vous basez pas du tout au ressenti. Le ressenti est toujours faux. Ensuite, c'est très important aussi de savoir qu'est-ce que vous avez fait dans la douleur, puisque là, vous l'avez remarqué, les choses, elles se sont un petit peu durcies, elles se sont compliquées, et déjà de base, être un professionnel de l'immobilier, c'est avoir de nombreuses casquettes, hein, on doit avoir de très nombreuses compétences, mais quand les choses, elles deviennent un petit peu plus difficiles, bah là, on peut être, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont un petit peu dans l'épuisement, dans le mode, alors là, je galère, j'arrive vraiment pas à Dans tout. quel sens? Pardon? Ah, il y a eu un micro. OK. Ouais, Euh, j'ai laissé couper. Hop, c'est bon. ok. Donc, c'est qu'est-ce que vous avez fait dans la douleur? Est-ce que c'est votre rentrée de mandat? Est-ce que c'est le fait d'avoir travaillé en mandat simple et que derrière, vous avez perdu vos mandats, vous avez provoqué l'insatisfaction du vendeur, que le vendeur, il vous a enlevé le mandat, puisque avant, l'enjeu, c'était d'avoir un mandat. Maintenant, l'enjeu, c'est de le garder.
hein. On n'est plus du tout sur la même configuration qu'en 2021 et 2022. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez fait réellement dans la douleur? Et ça, moi, ce que je vous propose de faire, pardon, c'est de le faire sans aucun jugement sur vous. Vous le faites vraiment de façon rationnelle, factuelle. Ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Vous n'allez pas aller vous flageller, hein, c'est pas l'idée du tout. Mais c'est d'avoir un regard juste sur qui vous êtes, sur ce qui a fonctionné pour vous, sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui vous a fait un peu souffrir. Parce que l'étape suivante, ça va être de faire le ménage. Ça va être de prendre des grandes décisions, notamment bah, ça j'arrête, ou ça, bah, ça n'a pas fonctionné, mais dans ce cas-là, je vais aller trouver des solutions pour que ça fonctionne. Par exemple, est-ce que c'est pas le moment de décider, de dire, bah voilà, le mandat simple, j'arrête et je vais définitivement sauter le pas et travailler qu'en exclusivité. Et pour ça, ben, qu'est-ce que je dois faire pour travailler en exclusivité? D'accord? Donc, c'est des décisions, je fais le ménage, ça, je n'en veux plus, j'arrête. Et c'est, ben, OK, ça n'a pas fonctionné, ben, qu'est-ce que je fais à partir de maintenant pour que ça s'améliore? Si aujourd'hui, par exemple, vous avez des taux de transformation, imaginons, il vous faut 7 mandats pour faire une vente, vous savez que vous n'êtes pas super dans les clous par rapport aux chiffres nationaux, puisque au pire, j'ai envie de dire, normalement, il faudrait avoir 3 mandats pour faire une vente. Et les meilleurs, ils ont un mandat et ils font une vente avec. Moi, c'est les taux de transformation que j'avais. J'avais un taux de transformation de 1/1. Vous commencez à être pas trop mal si vous avez 3 mandats pour faire une vente. Et plus vous vous écartez de ça, bah, moins c'est bon. Et d'ailleurs, vous regarderez, pour ceux qui travaillent, d'ailleurs, vous pouvez le dire dans le chat, s'il y en a qui travaillent en exclusivité ou pas. Ben, il y en a qui font un peu du mix, il y en a qui travaillent un peu en mandat simple, un peu en mandat exclusif. Ben, vous verrez avec la fiche d'analyse qu'on va vous proposer à la fin, vous verrez que généralement, vos taux de transformation, ils sont meilleurs sur les exclusivités que sur les mandats simples. Peut-être que des mandats simples, il va vous en falloir 8 pour faire une vente, et une exclusivité, il va vous en falloir que 2 pour faire une vente. OK. Ensuite, bah, du coup, définir les axes d'amélioration, ça je vous l'ai déjà dit, c'est par rapport à faire le ménage en gros. Et ensuite, quelle est l'expérience que vous aviez acquise en tant que chef d'entreprise? Et c'est très bien, tu vois, comme quoi des fois on est très raccord, Jonathan. C'est vous êtes avant tout des entrepreneurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, cultiver et dont il faut avoir réelle conscience parce que vous travaillez tous pour des enseignes, des marques, des réseaux, peu importe pour qui vous travaillez. Mais, et vous êtes ben, tous, hein, la majorité, c'est de la reconversion. Et vous, la plupart d'entre vous avez été salariés avant. Et comme vous travaillez pour une marque, des fois, vous avez encore un petit peu cet état d'esprit de salarié, on va dire. Vous n'avez pas cultivé votre état d'esprit de chef d'entreprise. Et aujourd'hui, même si les choses, elles ne se sont pas passées parfaitement pour vous jusque-là, eh bien, vous avez quand même acquis une expérience en tant que chef d'entreprise. D'accord? Vous avez forcément appris des choses, vous en avez forcément retiré des conclusions, que ce soit positif ou négatif, peu importe. C'est l'étape numéro 2. Donc, étape numéro 1, on tient compte de qui on est, de nos forces, de nos faiblesses. Et ensuite, on va aller tenir compte de la situation actuelle. Parce que pour faire du CA, il faut tenir compte de qui on est et du marché. Parce que là, vous le savez, ça fait 2 ans, bientôt 2 ans, qu'on a changé de marché. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que chaque marché a ses forces et ses faiblesses. Il n'y a pas un marché qui est absolument génial. Moi, par exemple, je n'aime pas les marchés de vendeurs, j'adore les marchés d'acquéreurs, le marché sur lequel nous sommes aujourd'hui. Moi, c'est mon marché de prédilection, peut-être parce que j'ai appris l'immobilier là-dedans, mais moi, c'est celui qui me fait le plus kiffer. Ok. Donc, il n'y a jamais de situation idéale. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque marché. Mais par contre, ce que vous devez faire, c'est connaître vraiment le marché sur lequel vous êtes. Si vous êtes plutôt sur un marché d'acheteurs, plutôt sur un marché de vendeurs, en connaître les enjeux et actionner les leviers qui sont propres à ces marchés-là. Il y en a toujours. Ok. Par exemple,
sur un marché de vendeurs, le gros enjeu, la difficulté, c'était d'obtenir un mandat. Aujourd'hui, alors attention, la situation n'est pas complètement homogène sur toute la France, mais on est majoritairement, peut-être, je ne sais pas le chiffre exact, j'en sais rien, je vais vous dire un chiffre un peu sorti à la louche comme ça, mais je pense qu'on est à peu près à 80-90% sur un marché d'acheteurs. Il y a encore deux, trois petits endroits où, bon, c'est pas aussi flagrant que d'autres, mais moi, par exemple, ici à Carcassonne, dans toutes les rues, mais vraiment dans toutes les rues, il y a des panneaux à vendre. OK? Et ça, c'est quelque chose qu'en 2021-2022, on ne voyait pas. C'est quelque chose que j'ai connu en 2007-2008 à Saint-Provence, où il y avait des panneaux à vendre absolument partout. Donc aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas d'avoir un mandat. D'accord? Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'avoir un mandat de qualité qui va vous faire vendre. Donc depuis à peu près 2 ans, un petit peu moins, nous sommes aujourd'hui vraiment dans un marché d'acheteurs et ça fait 10 ans qu'on n'a pas été dans ce type de marché-là. Donc si vous démarrez aujourd'hui, bah, à la limite, j'ai envie de dire c'est génial parce que vous n'avez rien connu d'autre. C'est comme moi quand je me suis lancée dans les années 90, je me suis lancée dans un marché de crise. Je ne savais pas ce que c'était avant. Et pour les autres, ceux qui ont déjà de l'expérience, ben, ça fait 10 ans que vous n'avez pas connu ce marché-là. Du coup, il faut vous réadapter à ça. Alors, qu'est-ce que c'est un marché d'acheteurs? Eh ben, c'est tout simplement, il faut savoir que l'immobilier repose sur une loi des courbes et il repose aussi et surtout sur ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Ça, c'est partout. C'est même quand vous allez faire vos courses chez le primeur, les fruits et les légumes, et particulièrement les fruits, vous le savez, ils reposent sur la loi de l'offre et de la demande. Il y a beaucoup de fruits, ils sont pas très chers, il n'y en a pas beaucoup, vous les payez une blinde. Ben là, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, c'est rien de dingue, hein. Je sais qu'on entend parler de crise, 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 mais qu'est-ce qui se passe factuellement? C'est une inversion de l'offre et de la demande. Donc aujourd'hui, on a une offre qui est plus importante que la demande. D'accord? La demande, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait les acquéreurs qui sont solvables. Et là, j'attire votre attention, ce n'est pas les intentions d'achat qu'il y a, ce sont les acheteurs qui sont réellement capables d'acheter. Et là, il peut y avoir un écart assez conséquent entre ceux qui ont envie d'acheter et ceux qui peuvent réellement acheter. Il y a un autre élément que je ne vous ai pas mis dans la slide, mais j'aurais dû, c'est, vous avez très certainement, dites-le moi dans le chat d'ailleurs, si vous avez entendu parler de ça, mais normalement, vous avez entendu parler des cœurs de cible. D'accord? Un cœur de cible, c'est qu'est-ce que les acquéreurs achètent en ce moment? Et ça, on a vu, pour ceux qui ont vécu la Covid, vous avez vu qu'il y a eu un avant et après, une typologie de biens qui n'avait pas de succès avant la Covid et qui a eu un engouement absolument incroyable après la Covid, notamment tous les biens avec des extérieurs ou même les biens avec gros travaux qui ne se vendaient pas à l'époque, mais du moment, enfin, qui ne se vendaient pas avant, mais du moment, dès l'instant où il y a eu un extérieur, et ben même un truc vraiment dans un état pas possible, ça se vendait, on en aurait eu 10 par jour, on les aurait vendus les 10, d'accord? Donc la demande, c'est euh, les acheteurs solvables et qu'est-ce qu'ils achètent en ce moment. D'accord? Il y a eu aussi, je crois que c'était dans l'été 2023, si je ne me trompe pas, sur le bassin d'Arcachon, en région parisienne, il y a eu des changements. Par exemple, sur le bassin d'Arcachon, je ne veux plus dire de bêtises parce que je ne me rappelle plus, mais en gros, c'était tous les biens jusqu'à 600 000 euros se vendaient super bien et après, c'était ceux de plus de 600 000 euros qui se vendaient énormément. Pourquoi? Parce que ceux jusqu'à 600 000 euros, il y avait les prêts immobiliers, avec le durcissement de l'emprunt, et ben, ils étaient plus finançables. Et au contraire, sur le bassin d'Arcachon, on vendait plutôt des biens au-delà de 600 000 euros parce qu'on avait affaire à des gens qui payaient comptant, qui avaient vendu à Paris, qui avaient des gros budgets, etc. Donc on peut avoir aussi comment dire, oui, bah, ça reste des cœurs de cible hein, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, soit par la qualité du bien, soit par la solvabilité des acquéreurs. En région parisienne, ça a été sur des appartements. On a vu que les maisons, elles, ne se vendaient plus et que c'était les appartements qui se vendaient. Donc ça, il faut faire attention, vous, chacun dans vos marchés, à qu'est-ce qui se vend en ce moment et quelle est la demande en ce moment.
Alors, c'est caractérisé par quoi? Ben, ça, cette loi de l'offre et de la demande, c'est caractérisé du coup par une baisse des prix. Et d'ailleurs, je vais vous demander quel est d'après vous, et vous pouvez commencer à répondre dans le chat, euh, qu'est-ce qui déclenche ça réellement? Quel est le vrai... Bon, en vrai, il y a déjà la réponse dans cette salle, mais c'est pas grave. Quelle est la vraie problématique dans cette inversion de la loi de l'offre et de la demande? Allez-y, répondez dans le chat. En vérité, la réponse est dans cette slide. Donc, c'est caractérisé par une baisse des prix, c'est caractérisé par un recul du nombre de transactions, et c'est aussi caractérisé par les acheteurs qui sont à la fois un peu plus volages, hein, on dit bah, c'est eux qui ont le pouvoir, entre guillemets, donc ils sont plus hésitants, ils réfléchissent plus, hein. C'est sûr que c'est pas comme en 2021 où on leur proposait un truc et ça y est, ils se jetaient dessus. Non, là, vous avez vu qu'ils sont en mode, oui, bon, on a le temps, hein, on n'est pas très pressé et aussi les conditions de financement qui sont beaucoup plus difficiles. Alors, je sais pas, ah oui, je ne voyais pas le chat, je regarde. Ok, donc vous n'avez pas, ah oui, Franck, ok. Alors, vous n'avez pas répondu, mais c'est pas grave. Ce qui caractérise vraiment ce marché-là, en réalité, c'est le recul du nombre de ventes. Et on est sur quelque chose de très conséquent, puisque en début d'année, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on vous avait dit qu'on serait à peu près entre 800 et 850 000 transactions à la fin de 2024. En réalité, on va être légèrement au-dessus des 700 000 transactions. Donc, si on compare ça à 2021, où on était à 1,2 million de transactions, c'est sûr que là, le recul des ventes, il est quand même assez conséquent. En 2009, on avait 564 000 transactions à peu près. OK? Et là, on est à un point quand même très bas, puisque en 2015, on était sur ce niveau-là. Alors, ces sources-là, vous pouvez les retrouver dans la note de conjoncture immobilière des notaires, en fait, qui est sortie, hein, c'est celle d'octobre 2024. Donc là, on voit depuis 2007, par exemple, le nombre de transactions qui a évolué. On voit bien que ça, c'est quelque chose qui n'est pas stable, c'est quelque chose qui évolue. Et très souvent, quand vous avez des creux, ben, c'est les périodes dites de crise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que sur le marché de la loi de l'offre et de la demande, eh bien, c'est tout simplement le meilleur rapport qualité-prix qui l'emporte. Raison pour laquelle certains biens ne se vendent pas, parce que vous avez une offre de biens à la vente qui est supérieure à la demande, et que pour que l'effet se produise, il faut que vous ayez le meilleur rapport qualité-prix, et c'est celui-là qui se vendra. Est-ce que c'est OK, ça, pour tout le monde? Parce que c'est vraiment, pour moi, je sais que vous me dites, oui, c'est les taux bancaires, c'est le ci, c'est le là, c'est tout ça, mais en réalité, pour moi, la vérité, c'est ça. C'est le nombre de transactions qui se font par rapport au nombre de produits proposés et par rapport au nombre bah, d'acheteurs, évidemment. Et pour que ça se fasse, il faut être le meilleur rapport qualité-prix. Si on n'est pas le meilleur rapport qualité-prix, il n'y a aucune chance d'être vendu derrière. Du coup, ça veut dire aussi que sans avoir une vision claire et une stratégie qui est adaptée, bah, vos résultats derrière, soit ils vont être carrément néants, soit ils vont être complètement aléatoires, parce que vous ne savez pas comment naviguer là-dedans. Ce qui est important, ça va être de comprendre bah, le processus de vente parfait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2024 et du coup en 2025, parce que là, il ne faut pas arriver, hein, 2025, ça va être la même, puisque économiquement, politiquement parlant, géopolitiquement parlant, c'est pas mirobolant, c'est pire qu'en début d'année, donc il n'y a aucune raison que le marché, là, il change, sauf s'il y a une dinguerie qui se produit. Bon, mais ça, les dingueries, on ne peut pas les prévoir, mais si on reste sur du factuel, sur ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas mirobolant, hein. Donc, il n'y a aucune chance qu'en 2025, ben, ça change, hein. On va être vraiment sur ce qu'on a connu en 2024. Avec quand même un certain avantage, c'est que ça rentre dans la tête des gens maintenant. Ils sont plus dans le déni, hein. Tous ceux qui pensaient, oui, ça va durer 6 mois, bah oui, bien sûr. Aucune crise de la vie n'a duré 6 mois. Vous pouvez regarder les courbes de Frigid.
vous verrez que c'est minimum 3 4 ans, hein. Il n'y a pas de crise qui dure 6 mois ou un an. Ça, c'est pas connu. OK? Ou alors, il faudrait vraiment un événement majeur, un peu comme la Covid, hein, parce qu'en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, on avait déjà tous les signaux d'un retournement de marché. Ça s'est pas produit à cause ou grâce, je sais pas comment on peut dire ça, à la Covid qui est venue rebattre les cartes, où les gens se sont sentis, à cause surtout des confinements, où les gens se sont sentis dans le mal-être, mal logés, et l'immobilier est reparti de façon un peu dingue. Mais c'est ça qui est venu rebattre les cartes. Donc ça, c'était un événement évidemment qu'on ne pouvait pas prévoir. Mais en 2019, tous les signaux d'un retournement de marché étaient là. Donc, l'idée, c'est de comprendre ce qui fait vendre aujourd'hui, sans vous mettre dans des situations qui vont à l'épuisement, parce que comme c'est un marché qui est beaucoup plus précis, un peu plus complexe, on va dire, pas difficile, mais complexe, il ne faut pas aller dans l'épuisement non plus ou alors dans provoquer l'insatisfaction de votre client. Ça, c'est vraiment les enjeux les plus importants. Avoir le bon processus de vente, pas vous mettre dans des situations qui vous épuisent, qui vous tirent vers le bas, hein, au niveau du mindset, au niveau de votre énergie, ou pas qui provoquent l'insatisfaction du client. C'est vraiment les gros enjeux. Donc ça veut dire quoi? Pas de feeling dans un marché d'acheteurs. Ce marché, c'est un marché qui est très exigeant et qui est très technique. Il n'est pas compliqué en soi, mais il est technique et il est exigeant. Les détails comptent, en fait. C'est des choses qu'on pouvait faire un peu à la hache, là, sur un marché de vendeurs. Sur un marché d'acheteurs, non. C'est un marché de précision. Mais par contre, et ça c'est la grande bonne nouvelle, c'est que c'est une immense occasion d'apporter réellement de la valeur à vos clients qui, pour une fois, ils ont vraiment besoin de vous pour les aider à atteindre leur objectif de vente, hein, c'est-à-dire d'aller à l'acte authentique. Et vendre, c'est pas prendre un mandat. Vendre, c'est pas signer un compromis. Vendre, c'est réellement aller à l'acte authentique de façon la plus agile possible, avec le moins de stress possible, avec le moins d'obstacles possible, avec le moins de délais possible et avec la meilleure somme d'argent possible pour votre vendeur. Et ça, on peut le faire d'une manière, on ne peut pas le faire en étant à la chasse au mandat. Ce n'est pas possible, d'accord? Et en revanche, c'est un marché qui est passionnant. Moi, je vous ai dit, c'est mon marché de prédilection, c'est celui que j'affectionne le plus. Moi, je trouve que les marchés de vendeurs, ils sont méga chiants, en fait. Et autre bonne nouvelle, c'est que si vous domptez ce marché-là, vous n'aurez plus jamais aucune difficulté dans votre vie parce que c'est le plus exigeant, c'est le plus technique. Du coup, si vous savez vous en sortir dans ce marché-là, après, derrière, tout devient hyper facile. Mais pour ça, il faut adapter votre stratégie pour continuer à faire votre chiffre d'affaires. Alors, qu'est-ce que c'est une stratégie business? Là, je vais vous autoriser à faire soit une capture d'écran, soit à prendre une photo parce que, voilà, parce que c'est une stratégie business. Ça peut vous faire mal à la tête. Donc, qu'est-ce que c'est une stratégie business? Une stratégie business, c'est un plan d'action qui est aligné sur la vision du chef d'entreprise, ce qui sous-entend qu'il faut que vous ayez une vision, d'accord? C'est comment on va concrètement à la vente aujourd'hui en 2024, quelle posture il faut avoir, quelle vision, comment vous aider vos clients et comment surtout vous rendez ça réel, d'accord? Donc c'est un plan d'action qui est aligné sur la vision du chef d'entreprise. Elle est conçue pour réussir dans un marché immobilier fluctuant. Et qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend l'identification des opportunités, parce que des opportunités, il y en a toujours. Il faut juste savoir quelles sont les opportunités dans tel ou tel marché. Ensuite, adapter les méthodes, parce qu'il est évident qu'on ne vend pas en 2024 comme on faisait en 2021. Les méthodes qu'on utilise, ou en tout cas les leviers qu'on utilise, ne sont pas du tout les mêmes. D'accord? Même si, attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut réinventer la roue. Bien au contraire. Dans ce type de marché-là, il faut repartir sur les bases, il faut repartir sur les fondations, il faut repartir sur les vérités, sur les trucs qui ont toujours fonctionné. Les trucs qui ont toujours fonctionné, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas aujourd'hui. D'accord? Au contraire, il faut se recentrer là-dessus. Et travailler évidemment la relation client solide
Et l'objectif de cette stratégie, ben, c'est soit d'accroître vos ventes, et on le sait, il y a plein de professionnels de l'immobilier qui sont capables aujourd'hui d'exceller, ou alors de maintenir un chiffre d'affaires, ben, de limiter les dégâts. D'accord? Et ça va vous permettre aussi de vous distinguer des concurrents et de maintenir une attitude qui va être proactive par rapport aux défis du marché. Là, on ne peut pas être dans l'attentisme, ce n'est pas possible. C'est à vous à aller créer du business, à aller créer des opportunités. Ça veut dire en gros que se contenter de passer une annonce aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Okay. Donc, il faut aller chercher du business. D'accord? Donc, une stratégie business, c'est un plan d'action qui est aligné sur la vision du chef d'entreprise et qui est conçu tout simplement pour réussir dans un marché qui est fluctuant. On l'a vu, hein, c'est une loi des courbes, ça monte, ça baisse, c'est complètement irrégulier et ça comprend l'identification des opportunités, l'adaptation de vos méthodes de vente, marketing, etc., la création de la relation client et tout ça dans l'objectif d'accroître vos ventes. Alors, les avantages d'une stratégie immobilière. Eh bien, tout simplement, c'est que déjà, vous êtes capable de vous adapter aux conditions changeantes du marché. C'est la base. Ensuite, ça va vous permettre, comme je vous ai dit, soit d'augmenter carrément votre chiffre d'affaires, soit de maintenir un nombre de ventes ben, raisonnable, on va dire. Et ça vous permet aussi de vous démarquer dans un marché qui est très concurrentiel parce que la grande différence, j'ai envie de dire, avec toutes les autres crises qu'il y a eu maintenant, c'est le nombre de professionnels qui restent encore aujourd'hui par rapport au nombre de transactions. D'accord? On a comparé le nombre de transactions par rapport à 2015, je crois, je ne me rappelle plus, mais le nombre de professionnels n'était pas le même. Donc, il y a un double enjeu, c'est que votre bien doit être le meilleur placé et vous, vous devez aussi être le meilleur par rapport aux autres. OK? Et les risques, quand on n'a pas de stratégie, eh bien, c'est de passer en mode survie. Et quand on est en mode survie, c'est très compliqué parce qu'on est activé par nos peurs, par toutes les peurs, peur de ne pas faire de chiffre d'affaires, peur de ne pas rentrer de mandat, peur de ci, peur de là. Et du coup, derrière, on prend bah, toutes les pires décisions possibles, imaginables. On devient vulnérable. On a, bah, après, c'est la spirale infernale, hein. On a le mindset qui diminue. On a une perte de clients et une perte d'opportunités. Vous travaillez dans la douleur et après, le grand risque ultime, c'est le risque de fermeture. Et ça, on en a quand même connu pas mal depuis qu'on a basculé dans un marché d'acheteurs. Donc, si vous avez survécu jusque-là, félicitations, c'est qu'il y a quand même des choses chez vous qui sont au top, qui fonctionnent, mais peut-être que par contre, vous êtes en mode je travaille dans la douleur. Et ça, à la longue, ben, c'est pas bon parce que ça va avoir un impact énorme sur votre mindset. Et le mindset, c'est ça qui fait que aujourd'hui, on arrive à traverser les périodes compliquées ou pas. Et l'étape 3, ça va être de vous donner les moyens. D'accord? On ne peut pas traverser ce genre de situation sans clairement, profondément se donner les moyens. Donc, ça va être en activant les leviers de votre plein potentiel. Pour être à son plein potentiel, il faut avoir le savoir-être, le savoir-faire et les outils. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Le savoir-être, c'est par exemple bah, avoir une éthique professionnelle et des valeurs, parce qu'aujourd'hui, être intègre, c'est hyper important pour construire votre réputation. Avoir une réputation solide et fiable, ça veut dire quoi exactement? Ben, c'est être recommandé. On ne va pas recommander des gens avec qui on a eu une expérience un peu en mode requin. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, on met notre pied dans la porte, ce genre de truc où on essaye de planter le client. C'est pas comme ça qu'on obtient de la recommandation. On est recommandé quand on a une réputation solide, fiable, quand on est quelqu'un de fiable. Et du coup, bah, j'ai envie de vous dire, soyez authentique et unique. Ça, c'est vraiment hyper important. Ça sert à rien d'aller vouloir faire comme la masse. Bah, la masse, elle n'est pas sur le podium, donc laissez tomber ce que vous voyez, les pratiques. Ah oui, mais tout le monde fait ça. Ce que tout le monde fait, on s'en fout parce que ceux qui réussissent, ils font pas ce que font tout le monde. OK? Ensuite, il va falloir aller cultiver votre mindset. Le mindset, c'est votre état d'esprit hein, de croissance et qu'il ne soit pas figé. Figé, c'est quand vous écoutez les croyances des uns, des autres, vos propres croyances. Et attention, ce n'est pas un jugement. On est tous conditionnés par des croyances. Mais maintenant, c'est
Qu'est-ce que je fais de cette croyance? Est-ce que j'y crois profondément et est-ce que je me noie sous la couette devant Netflix à manger du Ben Jerry's et à pleurnicher? Ou alors est-ce que je me mets en mode résilience et que j'y vais et que j'écoute pas les peurs des uns et des autres? Par exemple, ceux qui vous disent bah, t'es complètement barré, te lancer en pleine période de crise, tu vas couler. Bah non, je suis désolée, il y a plein de gens qui ont réussi sur des périodes comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Ben, ça veut dire, par exemple, bannir le mot crise. Je le dis depuis le début, mais c'est normal, hein, je fais exprès. Mais comprenez bien que si vous dites le mot crise, vous êtes dans l'émotionnel. L'émotionnel, c'est les peurs, les freins, les doutes, les croyances. Maintenant, si vous dites, si vous utilisez le marché acheteur, votre cerveau, il est en mode, ben, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le loi de l'offre et de la demande. C'est un simple mécanisme. Un mécanisme, c'est quelque chose que l'on doit comprendre. D'accord? Donc, la crise, c'est émotionnel, ça fait peur, c'est irrationnel, on n'a aucun contrôle dessus. Le marché d'acheteur, c'est factuel, c'est un mécanisme, je peux agir dessus. D'accord? Si vous comprenez ça aujourd'hui, bah, c'est déjà bah, beaucoup de travail de gagner. Ensuite, il va falloir faire et travailler votre énergie. C'est hyper important. Et sachez que votre énergie, c'est la somme de vos émotions et du temps que vous passez. Alors, quand on est dans une énergie positive, c'est-à-dire on fait des ventes, c'est pas grave parce que notre émotion, elle est au taquet. Le temps qu'on y passe, c'est pas grave parce que voilà, on vend, c'est génial. Du coup, on est de super bonne humeur, on inspire confiance, les gens viennent à nous, c'est vraiment le cercle vertueux. Maintenant, si vous dépensez votre énergie avec, par exemple, un mandat simple que vous avez pris, j'en ne sais pas, à 30 km loin de chez vous, que vous êtes en mandat simple, que vous êtes 20% au-dessus du prix, bah là, vous allez être dans des émotions négatives, c'est-à-dire que vous allez être frustré. Vous allez frustrer votre client. Il va être pas content de vous. Vous allez perdre sa crédibilité. Et en plus, c'est des mandats qui vous coûtent cher dans votre temps, d'accord? Qui vous demandent beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et tout ça, on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas OK du tout. C'est là où vous êtes clairement dans la douleur. Et la déception, la frustration, les doutes entraînent des problèmes bah, de confiance en soi, de confiance en ce qu'on fait et derrière, possiblement, de procrastination. La procrastination, du coup, c'est évidemment pas ça qui va vous faire développer votre chiffre d'affaires. D'accord? Donc, retenez une deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous faites de votre énergie et à quoi vous donnez votre énergie. D'accord? Et rappelez-vous, c'est émotion et temps. Donc ça, c'est hyper important aussi. En découle le BATNA. Alors le BATNA, c'est en fait normalement c'est la meilleure alternative quand on est dans l'étape de la négociation avec un client. Moi, je l'ai un petit peu détourné et je l'ai relié avec cette histoire de mon énergie. C'est à quoi je mets mon énergie. Et pour que vous soyez capable de dire non, par exemple, à un vendeur qui est trop cher, qui est en mandat simple, qui a plusieurs kilomètres de chez vous, il faut qu'en face, vous ayez une alternative de dire, OK, si je dis non à ça, ben, je vais aller mettre mon énergie peut-être dans le suivi, la relance, la renégociation des mandats que j'ai déjà. D'accord? Donc, c'est un choix. Mais si vous n'avez pas une alternative à mettre en face, eh ben, vous allez accepter ce mandat où vous croyez sur le coup que vous gagnez quelque chose, mais qui en vérité va vous faire perdre votre temps, votre énergie, votre argent. OK? Donc, ayez toujours des alternatives. OK, je dis non à ça, mais au profit de quoi je dis ça? Tout ça, toujours dans l'intention de à quoi je mets mon énergie, à quoi ça va mieux me servir. Ensuite, être proactif, savoir être résilient et savoir s'adapter. Ça, c'est hyper important. Je vous ai dit, si aujourd'hui on est figé, ben, il ne peut rien se passer. Ou alors, les choses, elles se passent, mais dans une douleur vraiment extrême. Et du coup, le savoir-être, c'est aussi savoir définir sa vision et sa stratégie. Donc, c'est votre manière de penser, c'est votre façon de vous positionner. La vision, ça peut être tout simplement comment aujourd'hui j'emmène mes clients à l'acte authentique, réellement dans les meilleurs délais, réellement avec le meilleur prix pour eux et réellement en leur évitant
passer à l'acte. Le savoir-faire, eh ben là, ça va être tout ce qui touche aux compétences métiers. Tout ce qui est technique de vente, méthodologie, process, négociation. Là, oui, vous devez monter de plusieurs crans là-dedans. On pouvait, en 2021, puisque l'enjeu, c'était simplement d'avoir un mandat, après, derrière, les choses se faisaient globalement plutôt assez facilement. Bah, comme aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'avoir un mandat de qualité et que l'enjeu, il est aussi sur les acquéreurs, il faut monter en termes de compétences, de vente, de négociation, de traitement des objections, de méthodologie. Ça, c'est vraiment hyper important pour optimiser vos résultats. Si vous ne montez pas là-dedans, dans ce qu'on appelle le closing, le traitement des objections, apporter des preuves, etc., vos résultats, ils vont être à zéro. OK? Travaillez aussi votre relation client, ça c'est hyper important. Vous devez travailler votre parcours client pour maximiser la satisfaction et la fidélité. Et la satisfaction, ce n'est pas simplement avoir vendu. D'accord? On peut très bien avoir vendu avec une relation client absolument lamentable. Et le client, c'est pas ce qu'il va retenir. Il va pas retenir que vous avez vendu, il va retenir dans quel état vous l'avez mis et dans quel état on a obtenu cette vente. D'accord? C'est vraiment la relation client qui compte là-dedans. Ok? Est-ce qu'il a flippé? Est-ce qu'il s'est senti maltraité? Enfin, etc. Ok? Et ensuite, allez faire du bruit. Vous devez renforcer votre visibilité, votre notoriété. C'est pas en restant chez soi que on obtient ça. Il faut vraiment dire qu'on est là, qu'on existe. Allez provoquer comment dire, des opportunités. Ça veut dire aussi que sur un marché d'acheteurs, vous devez, votre objectif premier, c'est de générer des estimations. Générer des estimations, générer des estimations, générer des estimations. Je sais que c'est quelque chose que vous n'aimez pas trop faire parce que ça prend du temps, mais vos estimations, c'est le vivier de vos futurs mandats. Mais c'est surtout le vivier de la qualité de vos mandats. Si vous vous accrochez à une seule estimation, vous allez dire oui à ce mandat qui n'est pas de bonne qualité aujourd'hui, à l'instant T. C'est pas parce qu'il n'est pas de bonne qualité aujourd'hui qu'il sera pas de bonne qualité demain, ou dans 3 semaines, ou dans 6 mois. Donc, pour pouvoir dire non à ce vendeur qui ne vous met pas dans de bonnes conditions pour aller à la vente, vous devez avoir un maximum de projets possibles pour pouvoir vous faire le tri et pour pouvoir dire là, on travaille ensemble maintenant où là, c'est pas le moment, on peut pas travailler ensemble en ce moment parce que ce n'est pas bon. Mais vous comprenez bien que ça, vous arriverez à le faire que si vous avez suffisamment d'opportunités. Si vous avez qu'une ou deux opportunités, c'est normal, vous allez vous y accrocher comme une moule à son rocher. Ok? C'est pas le but. C'est comme ça que vous acceptez des situations qui sont derrière, qui provoquent de la frustration et du non-résultat. Ensuite, tout à l'heure, on a vu se positionner en acheteur de mandat en termes intellectuels, mais ensuite, il va falloir le faire de façon concrète, avec méthodologie. Donc, ça veut dire qualifier efficacement vos vendeurs et vos mandats. Et pas dire oui à tout, et poser le cadre de à quoi on dit oui et comment on obtient ça. Et ensuite, actionner les acquéreurs parce que oui, là aujourd'hui, pour attirer les acheteurs, il suffit plus d'avoir un bien à la vente parce qu'ils ont du choix. Donc là, il va falloir aller les travailler, les rendre moins volages, les fidéliser et améliorer les taux de conversion. C'est tout à fait possible. Là, c'est pareil, ça repose sur des techniques de vente et de la méthode. Il y a des leviers à activer, c'est travailler en exclusivité, c'est-à-dire ça va recentrer les acquéreurs sur vous parce qu'ils ont le choix entre vous et la concurrence. Mais si en plus de ça, vous êtes en mandat simple, j'ai envie de dire, comment est-ce que vous allez les attirer à vous? C'est pas possible. Et en plus de ça, ça va valoriser le bien. L'idée de rendre le bien unique va mettre une pression sur les acquéreurs. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, vous pouvez travailler avec la technique des striplets, c'est-à-dire construire votre fichier de façon à pouvoir proposer au même acquéreur des biens comparables. Parce que oui, les acquéreurs ont besoin d'avoir du choix, mais tant qu'à faire que le choix, ils le fassent avec vous, plutôt que d'aller le faire avec la concurrence, parce que à partir du moment où ils vont à la concurrence, vous commencez à les perdre. Ok. Et ensuite, les aider à se positionner pour faciliter la vente. Alors, il y a plusieurs façons de les aider à se positionner. C'est à se projeter, mais c'est aussi à closer réellement vos ventes. Ok. Donc là, c'est le closing. Au niveau des outils,
le premier outil le plus puissant, en réalité, c'est votre secteur et la veille que vous allez faire dessus parce que vous avez un regard direct sur ce qui se passe dans votre zone. Et contrairement aux notaires ou aux estimateurs en ligne, c'est vous qui détenez la vérité, c'est vous qui savez tel bien comment il était, combien de temps il a mis à se vendre, par quelle étape il est passé, combien de baisses de prix, comment il était. C'est vous qui devez maîtriser ça. Et en réalité, c'est pas vous qui devriez demander au notaire ou au logiciel d'estimation en ligne le prix des biens, c'est à vous qu'on devrait demander l'état du marché. C'est vous qui êtes en front, c'est vous qui êtes en première ligne de ça, c'est vous qui devez avoir cette connaissance, cette maîtrise et ce savoir-faire. Ceux qui maîtrisent ça, aujourd'hui, ils savent argumenter vis-à-vis des vendeurs. Ils savent apporter de la preuve, ils savent apporter des explications. Une donnée prise chez les notaires ou dans les logiciels d'estimation en ligne, ce n'est pas une donnée concrète vérifiée. D'accord? C'est quelque chose de complètement abstrait. On ne sait pas comment c'était avancé, on ne sait pas l'état dans lequel c'était, on ne sait pas la vue qu'il y avait, on ne sait pas le bruit qu'il y avait ou pas. Du coup, c'est une data à point barre qui ne veut absolument rien dire. Ok? Donc, c'est à vous à rendre ces espèces de données réelles et concrètes, savoir voilà, comment était le bien réellement et ça va vous donner des explications du pourquoi, du comment. Ensuite, voir vos processus et vos automatisations. Du coup, là, l'idée, c'est d'aller utiliser des outils qui vont vous permettre soit d'automatiser des tâches répétitives, soit d'optimiser votre temps, ou soit de faciliter la relation client. Un petit exemple complètement basique, c'est la prise de rendez-vous en ligne. Si vous ne facilitez pas aujourd'hui la rencontre avec vous, c'est très compliqué parce que tout le monde aujourd'hui est ultra sollicité, a mille choses à faire, rejette au lendemain ce qu'il va faire et puis des jours et des mois se passent. Donc, faciliter les échanges avec vous, vous allez gagner. Il faut aujourd'hui qu'un client qui ouvre, j'en sais pas, je sais pas, votre courrier adressé qui le lit à minuit, il faut qu'à minuit, il puisse aller sur votre agenda et réserver un rendez-vous avec vous. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, bon, ben, il ouvre à 9 heures, j'attends 9 heures, sauf que lui, le lendemain, à 9 heures, il s'est passé tout et n'importe quoi. Il a oublié de vous appeler. Et s'il y en a un autre qui passe entre-temps, c'est l'autre qui emportera l'affaire. OK? Ça peut être faire des landing pages, ça peut être du marketing, ça peut être plein de choses. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui vous permettent d'être plus productif, d'être plus adapté au temps et de faciliter la relation avec vos clients. Ensuite, un autre outil, et c'est ce que je vais vous donner à la fin, c'est un suivi d'analyse de vos KPI, tout simplement pour voir de façon très factuelle où vous en êtes, ce qui fonctionne pour vous, ce qui fonctionne moyen, ce qui fonctionne pas du tout, pour aller derrière, ajuster sans attendre d'être dans le mur. Parce que si vous ne suivez pas vos KPI, vous allez attendre d'être dans la non-vente pour vous dire il y a quelque chose qui cloche. Le problème, c'est que si aujourd'hui vous êtes dans la non-vente, c'est pas un truc qui s'est passé hier. C'est un truc qui s'est passé il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois en avance. D'accord? Donc, en suivant vos KPI à la semaine et au mois, vous pouvez tout de suite rectifier le tir sans attendre des mois et des semaines, être complètement dans le mur et après avoir une espèce de latence pour redresser les choses. Ok. Ensuite, il va y avoir des outils qui améliorent directement votre performance. Ça va être par exemple avoir un book de présentation, un book vendeur, ce qu'on appelle, hein, c'est un entonnoir de vente. Des fiches de découverte émotionnelle du vendeur et des acheteurs, ça c'est pour aller activer les leviers marketing, les leviers émotionnels et avoir un discours hyper percutant, hyper adapté à ce vendeur-là pour aller mieux closer, mettre en place des cas pratiques, des choses comme ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui qui vont vous aider à améliorer vos performances. Et étape 4 et dernière étape, ça va être de construire votre plan d'action qui est basé sur l'analyse que vous avez faite, qui est basé sur votre réalité à vous, avec les choses où vous êtes bon, les choses que vous avez décidé de stopper, les choses où vous mettez des actions en place pour aller les améliorer, et la réalité du marché. Ok. Donc, on va bâtir votre plan d'action sur deux piliers, votre analyse, comme j'ai dit, donc ce qui vous rend unique, les axes d'amélioration, ce qui fonctionne, les opportunités du marché.
Ensuite, vous allez structurer ces actions qui sont alignées avec votre vision, hein, parce que sinon, il faut que ça soit cohérent. Vous allez vous fixer des objectifs, ce qu'on appelle les objectifs SMART, hein. Non, vous savez à peu près tous ce que c'est un objectif SMART, qui est basé sur ces piliers-là et qui est décliné en étapes concrètes et mesurables. D'accord? Et ensuite, eh bien, agir, passer à l'action en tenant compte des résultats. Donc, on fait son plan d'action, on s'y colle dessus, on lâche rien, on mesure pour derrière, eh bien, réadapter, soit par rapport à soi, aux résultats qu'on obtient, à notre vérité à nous, soit par rapport au marché qui évolue. Notamment, un marché qui évolue, c'est peut-être qu'en 2025, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, on va rester sur un marché dit de crise, un marché d'acheteurs, mais peut-être que les cœurs de cible et les biens vont changer. D'accord? Ce qui rend l'acquéreur, enfin, ce que veut acheter l'acheteur ou ce sur quoi il est finançable, rappelez-vous, ça peut-être que ça va changer. Donc, il faut toujours voir les évolutions et s'adapter aux évolutions. Voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui euh, là-dessus. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Vous pouvez poser vos questions dans le chat ou carrément ouvrir vos micros. Ça sera beaucoup mieux. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes toujours là? Allez, répondez parce que là, je vais me sentir très seule. Oui, on est là. Ah, merci Isabelle. Est-ce que ça va, Isabelle? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as des questions? Question non, se parler oui. J'espérais quelque chose de plus, enfin, comment, des tableaux plus synthétiques pour m'aider si tu veux. Alors, le tableau, on va vous le donner maintenant. Ah, d'accord. John, je ne sais pas si tu es dans les parages, mais là, je vais vous donner un... Alors, je peux vous le montrer à l'écran si j'arrive à l'ouvrir. Hop, hop. Ah oui, non, il ne s'ouvre pas comme ça. Bon, je vais pouvoir vous montrer vite fait. Et en effet, pour répondre à ce que tu disais, j'ai en effet deux marchés, un sur Paris et un sur la Normandie. Donc Paris, comme je travaille en exclusivité, c'est beaucoup plus relax, entre guillemets. Ouais, ouais. Et donc, je fais mon travail normalement. Et sur la Normandie, en effet, c'est plus, d'ailleurs, il faut que je retravaille ça parce que j'ai beaucoup de mandats, j'ai pratiquement que des mandats simples. Et en effet, c'est une perte de temps. Ah Euh, oui. les clients ne sont pas prêts. Les acheteurs, c'est alors, très volage. C'est, je ne sais pas ce que je veux, j'ai le temps. Enfin, Ouais, exactement tout ce que ouais. tu as dit. Et les propriétaires, mon Dieu, ils sont sur un nuage, hein. Les prix sont délirants. Donc, Ouais. je me suis alignée parce que je suis arrivée la dernière sur tous les mandats. Mais moi, là, je vais reprendre chaque propriétaire et je vais leur dire. Et c'est là où il va falloir que je fasse les choses correctement sans être trop braque. On est sur certains 100 000, 200 000 de trop par rapport au marché. Donc, ça va pas du tout. D'abord, j'ai aucune demande. Je dois pas être la seule. Et voilà, donc c'est exactement ça. Donc, faut retravailler les propriétaires pour baisser le prix. Il n'y a pas de secret. Et Oui. voir aller vers une exclusivité parce que si je fais tout le travail, j'ai pas envie que les autres en profitent. Eh bien voilà, exactement. Donc, bon, j'ai pas réussi à vous partager le doc là, mais enfin, vous l'avez aperçu, c'est vraiment un tableau qui vous permet de vraiment analyser de façon très concrète votre vérité. Ce que vous avez, normalement, je suis pas sûre, enfin, je sais pas s'il y a des débutants ou pas, mais normalement, vous avez un recul de au moins plusieurs mois de l'activité. Vous allez pouvoir poser les choses. Et toutes les questions que je vous ai posées dans la slide, je ne sais plus laquelle, en gros, où vous faites le point sur tout, il y a les cases prévues et vous allez pouvoir, de façon très factuelle, poser les choses et faire ce travail de réflexion et d'analyse pour justement pouvoir prendre des décisions pour pouvoir aller faire votre chiffre d'affaires. Et donc, le tableau va nous être envoyé. Oui, je sais pas où est Jonathan. Jonathan, t'es là? Oh ouais, je suis là. Ah, voilà. Est-ce que tu peux leur joindre? Parce que moi, je sais pas pourquoi dans mon chat, j'y arrive pas. Ou alors, est-ce que tu vas leur envoyer par mail? J'en sais rien, mais il y a tout le Je vais le tableau faire tout de d'analyse. suite. Alors, du coup, je vous mets en pièce jointe le catalogue
d'experts IMO. Tac, tac, je cherche. Euh, mais Et si vous avez des questions pendant ce temps, n'hésitez pas, on est encore ouais, là. ouais, je vous mets les pièces comme ça pour finir si vous souhaitez. Alors, pendant qu'on a encore la chance d'avoir Stéphanie, si vous souhaitez lui poser encore plein de questions. Et moi, je vous mets le catalogue outils et services du réseau et je vous mets également le PowerPoint de, ah, ça y est, ouais. Oh, Le c'est un PDF. PowerPoint de Stéphanie. En tout cas, merci beaucoup, Stéphanie. Alors, ce que Avec tu as dit, c'est rigolo parce que c'est vraiment, vraiment, j'ai fait un coaching le mois dernier sur les outils de la performance du négociateur. Et bon, évidemment, c'était une vraie formation, donc on est allé beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui, c'était pas oui, l'objectif. c'est de Mais la prise de cas. on est vraiment, vraiment rentré, tu sais, dans les détails vraiment de chirurgicaux, tu vois, des outils de la performance. Et donc, pour ceux qui sont du réseau, je vous invite, vous avez la formation dans le cloud. On a vraiment tous les indicateurs de performance, que ce soit sur la communication, sur les mandats, sur le chiffre d'affaires, combien de mandats il faut pour faire une vente, combien de visites, combien de coups de téléphone. On va très, très loin dans les chiffres. Et ça, j'invite toujours les agents à le faire une à deux fois par an, tous les 6 mois. En gros, c'est bien de le faire en janvier et en septembre. Ouais, c'est ça. Parce que sans ça, enfin, c'est un minimum. On peut même se dire qu'on peut le faire aussi par trimestre. Mais en fait, on se rend compte que personne vraiment le fait. Ah, mais c'est grave. Et c'est tellement important. Parce que sinon, en fait, autant dire, ah, alors, je vais aller où aujourd'hui? C'est un peu ça. Alors, Exactement ça. Euh, donc je vous mets le catalogue de Stéphanie tout de suite. Enfin, le catalogue, donc David qui nous dit super, j'adapte ma stratégie au marché acheteur. Super, très voilà, bien. mesurez votre performance. Donc là, c'est parti, vous pouvez le télécharger. Et pour ceux qui font pas partie du réseau, quand même, vous ne voudriez pas partir sans la plaquette du réseau, quand même. Euh, Ah ok, je le vois dans le chat, ça y est. Ah oui. Donc par contre, faites-le vraiment, hein, sinon vous aurez perdu bah, du temps, c'est dommage. Faites-le, c'est très très important. Non mais c'est vrai, c'est important de poser les choses réellement parce que l'enjeu il est quand même, bah, c'est pas rien l'enjeu qu'il y a. ah, Hein. c'est pas rien. Et c'est surtout que de vraiment faire attention à ces données, ça permet vraiment, vraiment, vraiment de savoir où on va, en fait. Et il y a tellement d'agents qui arrêtent, parce que la finalité, c'est ça, hein, la finalité, c'est l'arrêt de l'activité, dans le pire des cas, parce que en fait, ils n'ont jamais su vraiment où ils allaient, ils naviguaient dans le brouillard, Ah, et en ouais, fait, ils s'en remettaient à la chance, et pas à une vraie stratégie, finalement. c'est ça, c'est ça. Moi j'appelle ça le feeling, mais En tout cas, merci beaucoup, Stéphanie. Moi, je vous laisse parce que j'ai déjà un quart d'heure de retard sur mon prochain rendez-vous. Si vous ok, avez mais moi besoin aussi, d'aller plus loin, hein? moi aussi, il faut que j'y aille. Voilà. Donc Merci, bonne journée merci à tous, Stéphanie. bravo à vous. Merci à tous pour votre participation et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est à votre service. Oui, on est disponible, on se rendra disponible pour vous. C'est ça. Allez, go, À go! bientôt, bonne journée. Au revoir.